Bon, bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc le vrai titre de la presse, c'est le triptyque à ne pas sous-estimer pour la réussite du produit. C'est hyper bizarre de parler dans un micro, je l'avais jamais remarqué. Donc je me présente rapidement, Laurence Wolf, enchantée. Je suis agiliste depuis presque 15 ans en tant que PO puis PM, j'assume. Je suis maintenant et depuis quelques années coach produit et coach orga. Ce qui revient à dire que j'accompagne, en tout cas j'essaye d'accompagner les organisations et leurs managers dans leur transfo vers une culture produit. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'on est très souvent missionné soit pour améliorer le produit, soit pour améliorer tel ou tel rouage du processus, mais de fait, on est systématiquement missionné pour améliorer le fonctionnement du collectif. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai commencé il y a très longtemps par des études de géologie. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une façon de créer une dynamique vertueuse au sein de l'organisation pour créer un produit formidable. On dit très souvent, et à juste titre, qu'un produit qui ne tient pas compte de son utilisateur n'est pas un bon produit. Par extension, on peut facilement en déduire qu'une organisation qui ne tient pas compte de ses collaborateurs n'est probablement pas une bonne organisation. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est de l'expérience du collaborateur. De l'expérience du collaborateur du point de vue managérial, pas du point de vue RH. Et en partant du principe que votre entreprise est votre produit, que votre produit propose une expérience utilisateur, et que l'utilisateur, c'est le collab. Et que si l'expérience du collaborateur est réussie, alors en fonction des personnes, ça peut passer par tout un tas de critères, mais à minima, il faut qu'elle soit porteuse de sens, alors le collaborateur contribuera avec plus d'intelligence, avec plus d'envie, avec plus d'efficacité à la fabrication d'un produit formidable. À mon sens, c'est en partie un Rex, la clé d'une expérience collaborateur cohérente, d'une expérience collaborateur réussie, c'est la mise en œuvre, c'est l'impact, c'est le mot à la mode en ce moment, du triptyque entrelacé entre l'alignement interne, et par alignement interne, j'entends l'alignement entre le produit, les décisions produits, la roadmap, la raison d'être de l'entreprise, la stratégie qui y contribue, les actions des équipes, avec l'incarnation. Et je parle ici de la posture des managers. Et par manager, j'entends toute personne qui a un mandat, en passant par le top management, le management intermédiaire, tous les head-off, les PM, les PO et tous leurs petits copains. Et le troisième pan du triptyque, c'est la communication associée. Et je dis que ce triptyque est entrelacé parce que ces trois paramètres sont indissociables. S'il en manque un, il ne se passe rien. Et la combinaison de ces trois paramètres est magique, en tout cas à mon sens, parce qu'elle agit d'une part fortement sur l'engagement des collaborateurs, et d'autre part, c'est un levier formidable de priorisation pour vraiment piloter son produit, de façon éclairée. Voilà. J'ai articulé ma presse de façon classique. Je vais d'abord parler des constats. Et par constat, je vais parler des risques du désalignement souvent constaté entre l'intention déclarée et son incarnation par les personnes. Et ensuite, je vais faire des propositions de mise en œuvre et de leurs limites, évidemment, au regard de l'alignement, de l'incarnation et de la communication associée. Pour m'assurer qu'on parle tous de la même chose, je vais me permettre de vous lire 3 définitions que j'ai trouvées dans mon dictionnaire préféré. Et évidemment, j'ai sélectionné celles qui servent mon propos. Donc pour moi, enfin pas pour moi, pour le petit Larousse, l'alignement correspond, au sens propre du terme, à se mettre sur la même ligne et au sens figuré, à se conformer à une politique. Et l'incarnation, et c'est la chose la plus compliquée, c'est la personne, en l'occurrence tout le panel de managers que j'ai cité il y a quelques minutes, c'est la personne qui apparaît comme la représentation, la manifestation concrète d'une réalité abstraite. Et enfin, la communication, c'est établir une relation avec quelqu'un. Et si on transpose ces définitions à notre contexte, donc à l'organisation, le management, quel qu'il soit, c'est le garant de la cohérence interne, de l'alignement. Et même plus que ça, c'est son pilote. Et c'est ça le sujet. Pour moi, le problème de nombreuses organisations, c'est la dissonance, parfois assourdissante, entre l'intention et l'incarnation. Bon.
dans mes différentes missions, et j'ai toujours été presta, donc des boîtes, j'en ai vu plein, je constate très souvent 3 méfaits qui détériorent, au sens littéral pourrir, la dynamique, l'envie des équipes et des personnes. Je vais commencer par le désalignement. Hein. Donc un désalignement fort entre l'intention du top management et sa mise en œuvre. Et pour être clair, un décalage entre d'une part au choix, la raison d'être, la stratégie, les valeurs, et d'autre part la mise en œuvre, les décisions structurantes et les actions sur le terrain des équipes. En fait, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez réciter la raison d'être de votre entreprise? Qui la connaît? Levez la main ceux qui la connaissent. 2 personnes, 3 personnes. J'ai perdu ma presse. J'ai besoin d'aide. J'ai retrouvé ma presse. C'est bon. J'ai une autre question. Quel est le rôle de votre produit? C'est quoi l'âme de votre produit? C'est quoi sa fonction première? À quoi est-ce qu'il sert? Est-ce que vous le savez? C'est pareil, levez la main ceux qui savent. Bien, il y en a beaucoup plus. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que la réponse à ces 2 questions est cohérente? Et la réponse est probablement non, puisque vous ne connaissez pas la raison d'être de l'entreprise. Dans un autre registre, et toujours dans votre contexte, est-ce que vous savez quels sont les leviers de priorisation du produit, de votre produit? Vous savez, vous ne savez pas? Bravo. Est-ce que vous savez quels sont les arguments? Est-ce que vous avez des arguments pour dire non à une évolution? Ou dans un... Ouais, oui. Et dans un registre très proche, est-ce que vous savez quels sont les arguments de construction de la roadmap? Dans plein de boîtes, c'est un peu cryptique. Et je vais faire une proposition de réponse. Est-ce que la réponse à toutes ces questions, c'est l'âme du produit, c'est sa raison d'être, idéalement le traitement de la mesure des impacts? Ou est-ce que c'est l'addition des demandes des différents clients ou parties prenantes? Est-ce que c'est celui qui gueule le plus fort qui gagne? Est-ce que le protocole de décision est raisonnablement clair et surtout partagé avec les différentes parties prenantes? Est-ce que vous êtes conscient de pourquoi et comment vous faites les choix? Et est-ce que vos parties prenantes, vos clients, savent pourquoi leur demande a été acceptée ou leur demande a été refusée? Je vais maintenant parler du problème d'incarnation de la posture managériale. L'incarnation, c'est le plus compliqué des 3 paramètres dont je parle là, à mettre vraiment en œuvre. Parce que l'incarnation, en fait, c'est la déclinaison avec les équipes de l'alignement et de la communication. Et puis c'est très abstrait, en fait, l'incarnation. En fait, l'incarnation, ou les problèmes d'incarnation, c'est le grand classique, fais ce que je dis, pardon. Fais ce que je dis et pas ce que je fais. Ou dans nos contextes, c'est plutôt fais ce que je te demande sans les moyens que je t'ai promis. Et les moyens, dans nos contextes, c'est du temps. C'est très courant, notamment en ce qui concerne l'amélioration et l'innovation. Parce que ces 2 critères, même s'ils sont budgétés, rares sont les équipes qui se permettent de faire de l'innovation ou de l'incarnation, parce que ce temps imparti n'est pas assez incarné par le management. Personne ne se permet de faire autre chose que finalement de la prod, d'une façon ou d'une autre. Le 3e constat, c'est les problèmes de com. La communication, et notamment, et là je parle de la communication interne, est indispensable et souvent négligée. Sans communication, il ne se passe rien. Enfin là, vous êtes un certain nombre à ne pas connaître la raison d'être de votre boîte. C'est sûr qu'elle existe. Elle a été envoyée un jour dans un mail ou un jour à une grande messe. Elle vous a été, comment je peux dire ça, intronisée. Bon. La communication, la vraie communication, la communication qui fait qu'on rentre en relation avec quelqu'un, en fait, c'est le passage obligé pour l'alignement à l'échelle. C'est l'outil numéro 1 de l'incarnation. Et je parle là de la communication récurrente, de la communication routinière, pas celle des grandes messes ou des grandes annonces. Les grandes annonces ne servent à rien, n'ont aucun impact, si ensuite elles ne sont pas incarnées par les managers, c'est donc entrelacé, suivies d'actions concrètes qui sont elles-mêmes communiquées. La communication, c'est quelque chose qu'il faut rabâcher. Le message ne passera pas en une fois. En plus, la com doit passer par différents canaux, oral, écrit, relayé par les managers, etc. La communication doit être VACOG, pour ceux qui connaissent l'acronyme.
On a besoin de pugnacité dans la com, et la communication a besoin de différentes fonctionnalités, de différentes temporalités. Il y a le temps court et le temps long pour être vraiment entendue et porteuse de mouvement. Les types de communication dont je parle là, il y a 3 grandes familles, disons. La première famille, c'est la mensuelle, qui est parfois trimestrielle, qui sert de piqûre de rappel des grandes idées et des grandes actions, et qui donne l'état des lieux idéalement chiffré, que l'état des lieux aille dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et ça aligne tout le monde sur un même niveau d'information. Cette grande messe mensuelle ou trimestrielle, elle met aussi une personne ou une équipe dans la lumière, et donc engage fortement cette personne ou cette équipe. Je parle aussi de la communication du reporting récurrent, qui fait le lien normalement entre l'intention, le produit et les chiffres. Et là, c'est la grande famille des différents indicateurs, les OKR, les KPI, les Healthy Metrics et tout et tout. C'est aussi la communication qui passe par les différents comptes rendus des différents comités, mais c'est aussi par exemple la revue de sprint, qui est la meilleure façon de communiquer sur l'état d'avancement du produit. La dernière famille de communication, c'est celle de la boucle de feedback, qui est très souvent négligée. Tout le monde peut et devrait connaître l'impact de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique, sur les utilisateurs. Est-ce que vous avez accès à ces informations? Encore une fois, levez la main. Ouais. Un tiers, disons. Et est-ce qu'elle est exploitée par les équipes? À ma grande surprise, à ma très grande surprise, cette connaissance est très souvent confisquée par quelques-uns. Je me suis perdue. Et c'est dommage, parce que c'est délétère sur le moral et l'engagement des collaborateurs, ça les réduit à de simples exécutants. Et au-delà du manque flagrant de transparence, il se cache probablement derrière ça quelque chose autour de la confiance et peut-être même autour de l'estime pour les gens qui fabriquent le produit. Par exemple, il y a quelques années, je travaillais pour une boîte qui fabrique et commercialise des bijoux de luxe, et elle communiquait auprès des artisans, auprès des joailliers, que les chiffres positifs, quand elle communiquait, sinon rien. Donc quand on demandait aux joailliers comment s'est vendu tel ou tel bijou, parfois ils répondaient rien, la plupart du temps ils répondaient je sais pas, et encore plus souvent ils répondaient ça me concerne pas. C'est quand même dommage. Et plus récemment, j'étais presta là, dans une boîte de e-commerce, et là pour le coup, l'usage du produit et la satisfaction des utilisateurs est scrupuleusement mesuré, mais l'information n'est fournie qu'au métier, au contact avec les utilisateurs, marketing, vente, etc., pas aux différentes factories. Et c'est dommage, parce que cette information, en plus, est très souvent demandée par l'ensemble des collaborateurs. Si on laisse cet état de fait perdurer, donc le manque d'alignement, d'incarnation et de communication, ce qui risque fort de se passer, c'est un fort désengagement. Le travail va devenir routinier, sans saveur, sans idée. Une ambiance détériorée. Il va y avoir ralocherie à tous les étages, remise en cause de chaque décision, beaucoup de procrastination, une certaine usure des collaborateurs, un vrai problème de rétention des bons, les bons qui s'ennuient s'en vont, et par ricochet d'attractivité à l'embauche. Et dans un autre registre, on va rester dans l'illusion que tout faire est ce qu'il faut faire, de laisser chaque partie prenante dans l'illusion que son besoin est le besoin ultime, le plus légitime. On risque de faire un produit fourre-tout, probablement de moins en moins compétitif, et probablement, par ricochet, d'avoir une organisation qui se perd, qui devient de moins en moins efficace. Bon. Parce qu'il y a un truc dont il faut être conscient, moi j'en suis intimement convaincue, c'est que le produit est l'organisation. S'il n'y a pas de collaborateur, il n'y a pas de produit, et si l'expérience collaborateur est piètre, le produit sera terne. Et si je fais une petite image par rapport à nos métiers, comment est-ce qu'on peut faire un bon produit si on est nous-mêmes buggés? Bon, comment faire? Une fois que j'ai dit tout ça, comment on fait pour redresser la barre? Eh bien, en fait, je ne sais pas. C'est pas parfait chez mon client, c'est pas parfait dans ma boîte. Mais rien que le fait d'être conscient que ce problème existe, d'y être attentif, ça va provoquer de l'amélioration. Donc,
j'ai pas de potion magique, mais j'ai quelques bonnes pratiques à partager et quelques convictions. J'ai l'impression que je parle super vite. Ouais, bon, bref. Je vais commencer par les convictions. Donc, l'alignement est essentiel à la réussite de l'expérience collaborateur. On ne peut pas déléguer l'alignement. Tout le monde doit y contribuer, et notamment le top management, parce que plus on est haut, plus on a de levier, et plus on a d'audience. L'alignement passe par une posture individuelle impeccable, exemplaire, et plus on est haut dans la hiérarchie, plus c'est vrai. Et pour moi, une posture individuelle exemplaire, ce qui est assez abstrait, ça veut dire assumer ses décisions auprès des équipes et de l'écosystème, assumer ses incohérences quand il y en a, et accepter d'être faillible. L'alignement nécessite aussi de la fermeté vis-à-vis de ses clients, internes ou externes. On fait ça parce que c'est comme ça, on ne fait pas ça parce que ça détériore notre produit. Et c'est pas facile, surtout si on est dans une entreprise politique. Et enfin, l'alignement, c'est un vrai investissement qui demande du temps, de l'argent et donc un vrai motif. C'est-à-dire que si pour une raison ou pour une autre, on assume, on est dans un contexte où c'est pertinent de piloter le produit à vue, de piloter le produit à l'opportunité, alors ça ne sert à rien de chercher de l'alignement. Ou plutôt, être aligné, c'est assumer qu'on ne l'est pas. Et enfin, et ça c'est hyper important, il faut communiquer sur l'impact de l'alignement. L'alignement doit être une ambition interne qui se mesure. Et donc, il faut définir au travers de quoi on peut mesurer l'impact de l'alignement, l'impact bénéfique de l'alignement sur l'organisation, et communiquer régulièrement les chiffres. Quelques outils. Je vais d'abord revenir à la communication. Il faut montrer, il faut démontrer que l'alignement est le levier de la priorisation éclairée du pilotage du produit et pas juste une lubie théorique. Par des chiffres, mais aussi en illustrant ses choix. On fait telle action, on fait telle évolution parce que ça va dans le sens de ce qu'on est. On refuse telle opportunité, même si vraiment, vraiment elle nous fait envie, parce qu'elle détériore, parce qu'elle détourne notre produit. On sait que c'est un calcul à court terme. Deuxièmement, chacun peut se poser la question, chacun devrait se poser la question, comment je fais à mon niveau pour créer un alignement entre le haut et le bas et inversement. Et enfin, systématiquement se questionner quand il faut faire un choix au regard de l'alignement et le dire. Bon, il y a aussi une ribambelle d'ateliers qui servent l'alignement. Déjà, il y a toute la famille des ateliers pour créer explicitement de l'alignement, de la vision aux actions des équipes. Bon, en ce moment, le framework, même si je déteste ce mot qui est très à la mode, c'est déterminer la North Star métrique, donc le temps long, qui est décliné en OKR stratégique, tout ça c'est le codir qui le fait, puis en OKR tactique, et ça c'est les équipes, c'est chaque équipe, avec mesures régulièrement communiquées. Sans communication, tout ça, ça ne sert à rien. On peut aussi mener des ateliers vision à tous les étages, et ça c'est pour tout le monde. Par exemple, quel est l'objectif de sprint? Quel est l'objectif de la release? Quels sont les objectifs à 6 mois? Quel est l'objectif des différents jalons? L'objectif des différentes dates clés? Quelle est la raison d'être de chaque équipe? Il y a aussi tous les ateliers pour aligner le cadre, pour le clarifier. Ça, c'est les ateliers du genre rôle et responsabilité, delegation board et tous leurs copains. Et enfin, et ils sont souvent négligés et ils sont très importants, les ateliers pour épurer le cadre, pour... Je suis perdue encore une fois. Les ateliers pour épurer le cadre, pour vérifier qu'on ne s'est pas éparpillé. Ces ateliers permettent d'ôter des choses. En termes de comitologie, c'est sain de se demander tous les 3, 4, 5, 6 mois si on ne commence pas à être étouffé sous nos propres processus. Et il faut aussi régulièrement nettoyer le backlog à toutes les échelles, hein, le backlog du codir, le backlog de l'équipe, bon bref. Et le nettoyer, ça veut dire mettre à la poubelle, supprimer pour toujours un certain nombre d'items. Il y a aussi des ateliers pour se questionner et pour s'améliorer. Quel type de manager est-ce que je suis? Est-ce que mon management est équilibré? On peut se baser pour ça, on peut se baser sur tout ce qui est host leadership, par exemple. Des grilles de lecture aussi pour essayer de déterminer
quelle est la maturité produit de mon entreprise? Et là, on peut faire appel à Agile Fluency. Un détail quand même avec tous ces ateliers, si on fait des ateliers et que derrière, il n'y a pas d'action, si ce n'est pas suivi, ça ne sert à rien. Au mieux, on a perdu du temps, et au pire, on a mis une pièce complémentaire dans la machine du désengagement. Il y a un dernier truc qu'on peut faire qui est très vertueux et qui est facile, et peu coûteux, c'est de loin en loin faire des interviews des différents collaborateurs. Vous en prenez 5 au hasard et vous leur demandez quelle est la vision à 3 mois, quelle est la vision à 6 mois, quels sont les indicateurs de réussite de ton équipe, de l'équipe élargie, de l'entité, qui sont les utilisateurs, quels sont les feedbacks de l'utilisateur, quels sont les feedbacks des utilisateurs. En fonction de leurs réponses, vous vous rendrez compte quel est le niveau d'alignement des différents collaborateurs, décidément, des différents collaborateurs dans l'entreprise. Je vous recommande de vous lancer tout de suite dans l'alignement. Et pourquoi? L'alignement est éphémère, jamais parfait et toujours en demi-teinte. De façon structurelle, les organisations vont naturellement vers le désordre. Il faut surveiller l'alignement comme le lait sur le feu, quoi. Il a toujours tendance à s'échapper à gauche, à droite. Et comme l'amélioration continue, il demande une attention constante et subit des périodes plus ou moins sinueuses. Un truc aussi, c'est qu'on est en permanence tiraillé entre l'opportunisme et la stratégie. Et c'est ça, en fait, l'alignement. C'est l'équilibre subtil, c'est savoir où mettre le curseur entre être droit dans ses bottes et quand même continuer à vivre, quoi. Un dernier truc, la qualité d'alignement est un excellent marqueur de l'état de santé de votre entreprise. Une fois que j'ai dit tout ça, c'est quoi les risques de l'alignement? Parce qu'il y en a quand même. Donc, il y en a de 3 natures différentes. Déjà, la communication, dont j'ai tellement parlé, est à double tranchant, parce que la communication donne la connaissance à tous et vaut souvent inconsciemment l'autorisation de donner son avis, et de là à décider, à challenger la pertinence de ce qui est communiqué. Ça va provoquer du bruit, de l'immobilisme, chacun va y aller de ses arguments, de ses contre-arguments, il va y avoir des compètes de oui mais non, parce que, etc. Et ça va provoquer de la frustration, parce que tu es au courant, mais c'est pas toi qui décides. En fait, il faut être super clair sur l'intention de la communication. Il y a la communication pour le feedback, très bien, la communication pour le brainstorming, pour la co-construction, et la communication, et c'est de ça dont on parle, juste pour information descendante. Et elle est nécessaire, ne serait-ce que pour la mise en mouvement, la mise en œuvre, et pour donner le cadre de cette mise en œuvre. Donc, quand on communique, il faut accepter la critique, éventuellement moduler ce qu'on a décidé, hein, nul n'est parfait, mais quand même rester ferme. Il faut être convaincu qu'il est préférable que les personnes grognent plutôt qu'elles se sentent exclues. Et il va y en avoir, hein, des gens qui vont raloucher. Et il faut être très clair sur le niveau de délégation. Le deuxième point qui peut être compliqué avec la communication, c'est l'exposition des personnes, du management, qui est le pendant de l'alignement. À partir du moment où on communique, les incohérences vont se voir, et il y en aura, et c'est pas grave, et même c'est bien normal, mais il va falloir assumer que c'est pas parfait. Et c'est pas facile. Il va falloir faire preuve de pugnacité, encore, de pédagogie, mais aussi de résignation. De toute façon, il y aura entre 10 et 20% des gens qui ne seront pas contents. C'est comme ça, il faut vivre avec. Et plus grave, si sous couvert d'alignement, on fait ou on continue à faire un produit fourre-tout, addition de toutes les demandes, hein, des parties prenantes, des clients, etc., quand les collaborateurs vont s'en apercevoir, ce sera l'effet boomerang. Le désengagement va être démultiplié et l'ambiance va se détériorer encore plus vite, quoi. Un autre effet de bord plus inattendu, et qui peut paraître paradoxal, c'est que quand on risque de devenir psychorigide de l'alignement, d'avoir tendance, en tant que management, à se réassurer de l'alignement parfait des équipes, et de là, finalement, en voulant donner de l'autonomie, être dans le surcontrôle de ce qu'on ne contrôle plus. Et ça aussi, c'est délétère. Ça s'appelle le lâcher-prise, et encore une fois, c'est compliqué.
je vais quand même terminer sur une note positive. C'est quoi la force de l'alignement et de ces deux corollaires? Donc, si je résume, l'alignement, ça revient à ce qu'est le produit, les décisions produits, la roadmap, sont en cohérence avec la raison d'être de l'entreprise, le temps long, la stratégie produit qui y contribue, donc le moyen terme, et les actions des équipes, le temps court. On parle tous de la même chose, on connaît l'enjeu, la trajectoire et l'état des lieux. Et concrètement, je me répète un peu, enfin je me répète même complètement, mais j'assume parfaitement, l'alignement génère l'engagement des collaborateurs. Et il n'y a rien de mieux pour une boîte que d'avoir des collaborateurs engagés, et pour les collaborateurs aussi. Enfin, c'est vertueux, quoi. Et l'alignement est le plus fort des leviers de priorisation. L'alignement garantit la cohérence des décisions et du produit. Je reviens à mon produit formidable. Si on est aligné, on fait un beau produit. Il redonne le pouvoir interne à la gouvernance de notre produit. On est bien sûr à l'écoute de notre écosystème, de ses besoins, des demandes des clients, mais c'est nous qui pilotons, qui choyons notre produit. Et surtout, on a les arguments pour le faire. L'alignement redonne aussi de l'autonomie aux équipes parce que le cadre de décision est clair. Et même si ça paraît totalement contre-intuitif, plus le cadre est clair, plus il est resserré, plus l'autonomie des équipes est grande. L'alignement permet aussi de faire un produit élégant, un produit droit au but. Et là, je parle de gain pour l'utilisateur. On fait un produit sans chichi, hein, il faut cliquer là et puis voilà. De gain business pour la boîte, on fabrique moins, on maintient moins, on se concentre sur ce qui produit de la valeur pure. Et il y a aussi une notion de frugalité, qui en ce moment est quand même très à la mode et très importante. Un produit aligné permet de ne faire que ce qui est nécessaire, ce qui est vraiment important. Et la boucle est bouclée avec mon produit élégant. Alors, c'est pas magique, il y aura des résistances, il y aura des gens pas d'accord, il y aura plein de gens que ça n'intéresse pas, mais c'est une façon de garantir que toutes les bonnes volontés seront orientées explicitement vers un objectif connu et commun. Voilà. Pour boucler la boucle, le produit répond, en tout cas on l'espère, à un besoin identifié des utilisateurs et s'inscrit dans la stratégie d'une marque, d'une entreprise. Au sein de l'organisation, l'alignement du sol au plafond associé à ces deux copains, l'incarnation et la communication, répond aux besoins d'expérience collaborateur pour que les collaborateurs, en plus du salaire, sachent et comprennent pourquoi ils sont là, à quoi ils contribuent, et donc à être diaboliquement plus efficaces. L'organisation raconte une histoire cohérente de bout en bout, tout le monde peut s'y rattacher et voir sa part pour construire cette histoire. En fait, il ne faut surtout pas sous-estimer l'expérience collaborateur pour avoir un bon produit. Encore une fois, et ce sera mes deux slogans de la fin, le produit est l'organisation, et pour avoir de bons produits, le premier produit, qui est vous-même, doit être bon. J'ai fini. Merci Laurence. Du coup, on va passer à une phase de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Je viens vers vous et je vous passe le micro pour poser vos questions. Bonjour Laurence, moi j'ai une question. Quelle est la différence que tu fais entre alignement et consensus ? Pour moi, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je peux bien répondre à ça? L'alignement, c'est être droit dans ses bottes, c'est de savoir pourquoi on fait ça. Le consensus, c'est de mettre tout le monde d'accord. Et là, moi, je veux que tout le monde soit aligné sur la raison d'être de l'entreprise et la raison d'être du produit. Je ne veux pas faire un produit consensuel où finalement je ménage la chèvre et le chou pour faire un produit mou qui correspond vaguement à ce que tout le monde attend. J'ai répondu? D'autres questions? C'est vexant. Il n'y a pas d'autres questions? Hello Laurence, comment tu prouves à une organisation qu'elle n'est pas alignée et comment tu démontres, si ce n'est que par l'absurde, qu'un désalignement engendre un mauvais produit?
Alors, j'ai pas de recette magique, mais comment je prouve qu'une organisation n'est pas alignée? Rien que comme quand j'ai fait au début. Qui connaît la raison d'être de son entreprise? Il y a 4 personnes qui lèvent la main. Enfin, c'est déjà... ou alors... dans ma mission actuelle, j'ai fait un truc rigolo. J'étais censée discuter avec le CODIR, de trucs doct, etc. Et je leur ai demandé, donc le comité de direction, ils étaient combien? Ils étaient 10. Je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'écrire sur un bout de papier la raison d'être du service? Ils sont tous précipités sur leur mail pour essayer de retrouver tout au fond quelle était la raison d'être. Ou ce que je disais tout à l'heure, les interviews aussi. Si tu demandes à un gars qui est dans une équipe, quel que soit son niveau hiérarchique, faut taper un peu partout, quelle est la vision à 3 mois, quelle est la vision à 6 mois, et qui répond quelque chose comme il faut finir la feature machin et attaquer la fonctionnalité truc, c'est qu'on n'est pas aligné. C'est qu'il travaille au jour le jour, mais il n'a pas, quel que soit le métier, mais il n'a pas l'idée de pourquoi il fait ça. J'ai répondu? Repose-moi une question. Parce que du coup, là, tu parles côté stratégique, mais côté tactique, il n'y a pas forcément cette impression du désalignement jusqu'au moment où on se fait taper les doigts par le côté stratégique sur le fait que le produit ne répond pas aux besoins du top management, etc. J'ai pas compris la question. Ouais, c'était plus une réflexion. Mais du coup, la question qui s'ensuit, c'est comment tu vas amener le top management à se rendre compte réellement que elle n'est pas forcément alignée avec ses équipes, alors qu'elle a totalement l'impression que tout le monde... Ok. En faisant des interviews des différents collaborateurs, en demandant quel est le nombre d'intermédiaires qu'il faut pour avoir les feedbacks des utilisateurs, entre le fabricant et le client, ça passe par combien d'intermédiaires pour que le fabricant sache quels sont les feedbacks des utilisateurs. Si c'est direct, c'est bien. Si c'est... j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je peux dire de stupide? Le marketing, non. Les sales qui demandent au client, qui le dit au marketing, qui le dit au top management, qui le dit au product manager, qui le dit aux équipes, c'est qu'il y a un problème. En fait, tout ce qui va contre la fluidité me démontre que c'est incohérent, que c'est pas aligné, pardon. Et le fait que les personnes ne soient pas capables d'expliquer là où on va dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, est une autre preuve. J'arrive. Déjà, merci Laurent, c'était super intéressant. Merci. Je m'y suis beaucoup retrouvé sur mes dernières années, malheureusement. Oui. Je suis désolée, je suis super... En fait, j'allais là, comme ça je serais beaucoup moins ébloui. Ouais. Une fois qu'on a constaté un désalignement en tant que manager ou product manager ou membre d'une équipe ou n'importe qui ne ferait pas partie du top management, dira-t-on, comment on fait pour faire changer les choses en fait? Parce que l'alignement, comme tu l'as dit, doit venir d'en haut, a priori. Et que n'étant pas en haut, je peux pas faire grand-chose. Enfin, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose en tout cas. À mon avis, déjà, tu peux râler. Non, mais je le pense vraiment. Rien que le fait d'exprimer que tu comprends pas pourquoi est-ce que tout là-haut on dit ça, et enfin tout là-haut, tout en bas, mettez des circonvolutions à tout ce que je dis, mais enfin, qu'entre le discours officiel et ce qu'on met en œuvre, il y a une dichotomie, c'est déjà un premier point. T'étonner. Moi, je m'étonne beaucoup. Tiens, on fait ça. On fait ça alors que notre produit est pas censé. J'ai pas vraiment de réponse. Mais déjà, tu peux essayer d'être aligné toi avec ton équipe, essayer d'expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et puis faire du reporting, quoi. Enfin, au sens poser des questions, dire que tu comprends pas, essayer de mettre le doigt, essayer de montrer à ton écosystème que c'est délétère, que c'est bizarre. Enfin, que le fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais est totalement contre-productif. J'ai pas de... Et puis les différents... Tu peux forcer des ateliers, tu peux demander des explications, mais j'ai pas de recette magique particulière. Oui, bonjour et merci pour la présentation.
J'avais une petite question. Déjà, au début dans ta présentation, dans le triptyque, tu avais marqué communication, entre parenthèses, et mesure. Mm. Et donc, ma question, elle porte sur l'aspect mesure. C'est deux petites choses dont tu as peut-être déjà commencé à répondre tout à l'heure. C'est comment tu mesures cet alignement et comment aussi tu mesures les résultats d'un meilleur alignement. Encore une fois, je n'ai pas de réponse toute faite, mais si tu constates que dans ta boîte, c'est pas bien aligné, c'est parce que tu as mis le doigt sur un dysfonctionnement. Et c'est l'amélioration de ce dysfonctionnement qu'il faut réussir à mesurer. J'ai rien de plus à dire. En fait, tout à l'heure, tu parlais d'interviews, de choses comme ça. Je me demandais si tu avais déjà une sorte de stratégie qui te permettait de mesurer des désalignements ou de l'aide. Alors, je les mesure de façon tout à fait qualitative. C'est-à-dire que la liste de questions là, que je vous ai lue, pour moi, c'est un canevas. Quand j'arrive dans une boîte, pour moi, c'est un canevas que je déroule peu ou prou de cette façon-là. Et ça me permet de mettre le doigt sur est-ce que les gens savent, est-ce que les gens... c'est les entreprises qui me disent d'interviewer telle ou telle personne. Moi, je ne les choisis pas, je ne les connais pas. Et ça me permet de voir dans quelle mesure les personnes savent pourquoi elles sont là, au-delà de leurs tâches quotidiennes ou hebdomadaires. Et en fonction des réponses, je me rends bien compte de s'il y a une forte coupure entre l'intention du haut ou pas, et les actions en bas. Ce qui est compliqué avec l'alignement et l'incarnation, c'est qu'il n'y a pas des métriques aussi précises que des KPI ou des choses comme ça. Après, un truc qui fonctionne très bien aussi, c'est en ce moment, ce qui est super à la mode, c'est de faire des OKR. Donc je fais des OKR, je suis payé pour faire ça. Bon, les OKR, ça vaut ce que ça vaut, mais ça génère des conversations qui sont super intéressantes. Et là, toujours dans ma mission actuelle, c'est super. Avec le CODIR, on a pondu une raison d'être, franchement, qui tient la route. On a fait des OKR stratégiques qui sont super. Et puis, un jour, on fera des OKR tactiques. Et ben, cette boîte, elle est complètement désalignée. Parce qu'on est fiers. Tout en haut, on a fait un truc vachement bien. On a fait du bruit autour. Il y a une grande messe à laquelle ça a été annoncé. Et puis, un jour, les gens feront les OKR tactiques et donc les initiatives qui sont censées contribuer aux OKR stratégiques. Tant que ça ne se fait pas, il ne se passe rien. Merci. J'espère que je n'ai pas mes clients dans la salle. Il y a une autre question ? Attends, je me remets là-bas, toujours pour des questions de... Merci Laurence. Alors tu parlais d'incarnation pour accompagner les personnes dans ton organisation à mieux incarner tous ces éléments-là. Quels sont les axes de travail et de développement des compétences ? Déjà, quand quelqu'un prend un rôle, la plupart du temps, il n'est pas accompagné. Donc il était très bon, cette personne était très bonne dans ce qu'elle faisait, et puis elle prend soit un galon complémentaire, soit un pas de côté pour faire avoir un poste un peu différent, et débrouille-toi. Rien que le fait de former les gens, ça leur donne de l'assurance et de la légitimité pour assumer ce qu'ils sont. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'était quoi ? Comment on fait pour que les gens incarnent, c'est ça ? Bah là, par exemple, tu parles de les former. Tu les formes à quoi ? J'en sais rien. À la technicité de leur nouveau poste, quel qu'il soit. Et puis, on peut faire des formations, des soft skills, quoi, pour qu'ils prennent de l'assurance. Et là-dessus, on parle beaucoup de leadership, d'assertivité. Absolument. Tu parles de ces choses-là ou t'en vois d'autres ? Je parle surtout de ces choses-là, au-delà de la technicité du poste. Mais c'est aussi un véritable effort d'au-dessus. C'est-à-dire que si la personne qui est là dit qu'il faut faire comme ça et que la personne qui est là essaye de le faire et se fait taper dessus, ça marche pas, quoi. C'est avoir le courage de poser un cadre et de le respecter. Et si on ne le respecte pas, l'assumer dans le sens de dire soit je me suis gouré, j'aurais dû respecter le cadre, pardon, soit dire le cadre n'est pas bon et on change de cadre. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou plus même ? Pardon. Merci à tous. Oui, merci.